Bonjour Cyril Guimard, re-bienvenue sur Cyclisme Actu. On a également effectivement le Tour des Flandres et Paris-Roubaix qui approche, une période toujours très excitante. Et on va avoir un certain Tadej Pogačar sur Paris-Roubaix. Qu'est-ce que le druide pense de cette arrivée plus vraiment surprise, hein. Elle a été teasée de manière Non, depuis non, le c'est pas début une de la saison. surprise, voyons. Non, ce n'est plus une surprise, effectivement. Cet hiver, il s'entraînait sur les pavés. C'était quand même pas pour aller enfiler des perles et en regardant Paris-Roubaix à la télévision. Non, Est-ce que que, je pense que la com, elle est bien faite puisque tout le monde tombe dedans. Je pense que le synopsis a été écrit il y a déjà un certain temps et qu'il est tout à fait logique qu'un coureur comme Pogacar, qui a de vraies qualités sur les pavés, n'oublions pas que reprenez son palmarès sur Paris-Roubaix en junior, vous verrez qu'il a déjà fait un podium. Sur le Tour de France, il y a 2 ans ou 3 ans, il a fait un véritable festival sur les parties pavées d'une étape du Tour, même si ça ne s'est pas traduit par des écarts à l'arrivée, mais il avait quand même éparpillé tout le monde. Sur les Strade Bianche, qui se rapprochent quand même du cyclocross et de Paris-Roubaix, sauf qu'il n'y a pas de pavé, mais il faut quand même avoir des qualités cyclistes un petit peu au-dessus de la normale. Il les a. Il a fait du cyclocross, il a fait du VTT. Ses qualités techniques, d'ailleurs, il suffit de voir dans les descentes ou dans tous les virages, il n'est jamais hors trajectoire. Donc Paris-Roubaix s'inscrit logiquement dans son calendrier. Alors, on peut toujours dire oui, mais il y a des craintes, etc. Oui, enfin bon, il y a quand même peu de coureurs qui ont fait Paris-Roubaix et qui n'ont pas pu défendre, enfin, des vainqueurs possibles, ou des favoris qui ont fait Paris-Roubaix et qui n'étaient pas au départ du tour. Donc voilà, donc pour moi, c'est pas une surprise, c'est tout à fait logique, mais on a écrit l'histoire, voilà, à leur euh, façon. Revenons un peu en arrière, dans les années 1980, où tu étais justement le manager de Bernard Hinault, qui avait déjà gagné plusieurs fois le Tour de France à l'époque, qui venait d'être champion du monde et qui a participé à Paris-Roubaix en 1981, qu'il a gagné justement. Toi, est-ce que ça te rappelle un peu enfin, cette histoire-là, ou enfin, à la place de Mauro Gianetti, est-ce que tu aurais eu un peu la même réaction de vouloir temporiser, ou quel aurait été ton point de vue un peu? Non, Bernard Hinault, c'était différent. Il n'aimait pas Paris-Roubaix, ce qui est ce qui est différent. Et bon, il fallait un petit peu le violenter, entre guillemets, pour qu'il prenne le départ. Mais il me semble bien qu'en 1980, il avait dû terminer quatrième quand même déjà de Paris-Roubaix. Donc l'année d'après, même s'il disait toujours que Paris-Roubaix c'était une connerie, il est quand même au départ pour la gagner. Et, et il la gagne d'ailleurs de belle façon, malgré une chute dans le final. Il revient et il gagne au sprint. Donc, les deux histoires sont un petit peu différentes parce que je pense que Pogacar, compte tenu de ce qu'on connaît de lui, de la façon dont il fonctionne, il ne pouvait pas ne pas venir sur Paris-Roubaix. Alors, pour deux raisons, parce que c'est une course qu'il peut gagner, peut-être plus facilement d'ailleurs que Milan-San Remo, qui est un peu plus aléatoire. Mais sur Paris-Roubaix, il a la force, il a l'adresse, il a l'habileté. Un seul problème. Il va avoir Matt Pedersen, qui est quand même à un très très haut niveau en ce moment. Et puis, bon, il y aura encore Van Der Poel. C'est pas Paris-Roubaix l'adversaire de Pogacar, c'est Van Der Poel. Justement, tu nous fais la transition toute trouvée, on allait en parler juste après. Un duel assez stratosphérique s'annonce entre Mathieu Van Der Poel, qui survole encore cette saison des classiques, qui a été le seul à pouvoir battre Tadej Pogacar sur Milan-San Remo, même si Filippo Ganna s'est immiscé dans leur duel. Ghana, il ne faut Euh, pas l'oublier sur on, Paris-Roubaix, hein. on ne l'oubliera pas, mais clairement, l'affiche, les deux têtes d'affiche qu'on va attendre sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix, c'est Mathieu Van Der Poel et c'est Tadej Pogacar. Comment tu vois leur duel à venir sur ces deux monuments flandriens? Bah, sur Paris-Roubaix, c'est toujours difficile
de dire de quelle façon la course va se dérouler, puisque énormément d'événements se produisent à partir du moment où on arrive à proximité de l'entrée des pavés, et à plus forte raison lorsqu'on est dessus. Il y a les crevaisons, il y a les chutes, il y a les cassures, les dépannages qui se font pas. Enfin bref, il y a énormément d'événements qui modifient les stratégies. Donc il faut toujours être en capacité eh bien, de changer de stratégie, voire quelquefois même de leader. Rappelez-vous, l'an dernier, on, on a perdu assez rapidement Wout van Aert, qui, bien que étant un petit peu en retrait en ce moment, sera peut-être au point sur Paris-Roubaix aussi. Donc il y a pas de stratégie. On sait de toute façon que le dernier secteur pavé, la montée de l'arbre, est pratiquement toujours décisive. Et elle l'est pratiquement régulièrement. Encore que maintenant, on a pris de telles habitudes, même autour de Catalogne, de partir à plus de 20 bornes de l'arrivée et d'aller gagner comme avec Roglic. Matt Petersen, finalement, il a été repris par le virus, puisque sur Grand Velgem, il sort à plus d'une heure à plus d'une heure de l'arrivée. Donc on fait de la Pogačar, on fait du Van Der Poel, du Pedersen, du Roglic également, mais sur les courses à étapes. Alors qui vous dit que l'homme qui va l'emporter cette année va pas tout simplement sortir dans la montée d'Arambert? Il y a un homme justement ouais, qu'on a assez peu évoqué, c'est Wout van Aert qui vit un début de saison assez compliqué. Là, à l'approche de ses deux grands objectifs, on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en Belgique. Est-ce que toi aussi t'es inquiet? Alors, inquiétude, pas sur le potentiel, parce que le potentiel ne s'en va pas. Si on ne l'utilise pas, c'est qu'il y a d'autres paramètres qui viennent perturber un petit peu le déroulé normal d'une trajectoire sur une saison. Et je pense surtout que Van Der Poel, Wout van Aert, n'a pas retrouvé l'envie. N'oublions pas que l'an dernier, il a eu de grosses chutes et il a eu une saison non pas blanche, mais on va dire très en deçà d'eux, mais des chutes très lourdes et je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui il ait la même grinta sur le vélo et qu'il a de grosses appréhensions et les appréhensions font que vous marchez moins. Mais vous êtes aussi beaucoup plus stressé, beaucoup plus tendu. Euh, Vous regardez si ça va pas tomber à droite, si ça va pas tomber à gauche. Donc cette tension, ce stress fait que vous perdez une partie de votre énergie. Et moralement, bien sûr, ça se ressent. Écoutez, je disais en plaisantant à des amis hier, j'ai dit, vous savez, et puis il y a l'entourage du coureur. Vous savez, quand vous avez pris les gamelles qu'il a pris l'an dernier, son entourage lui dit écoute, Wout, bon, pas de risque, hein, surtout tu fais attention, bon, t'es assez tombé l'an dernier. Donc tout ça, ce sont des petits parasites qui viennent perturber la sérénité que doit avoir un coureur pour être à son top niveau. Est-ce qu'il peut redevenir un fantastique, comme on les appelle un peu? On a l'impression que c'est redevenu un outsider un peu lambda depuis le début de saison par rapport à Van Der Poel ou Oui, Pogacar. oui vous savez, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Et comme je viens de dire, oui, il fait partie il fait partie des fantastiques. Pour l'instant, il y a un petit passage délicat, un petit passage déficit, mais je pense que le temps fera que il va revenir. Enfin, Ouais, il devrait. et si on se livre à un petit jeu des pronostics, Cyril Guimard, quel serait ton podium du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix? Tour des Flandres, on va reprendre ce qu'on voit depuis depuis Milan-San Remo
Vous avez Van Der Poel et puis autour Pedersen. Pedersen, après, ça sera un problème de stratégie de course. Qui prend l'initiative le premier, quelle est l'équipe qui sera véritablement à la hauteur. Donc c'est difficile, mais Van Der Poel semble tellement au-dessus sur ce genre de parcours qu'il est difficile de ne pas le mettre premier. Il n'y a pas Pogacar dans Pedersen est un l'équation. coureur très très généreux, quelquefois d'ailleurs un petit peu trop. Et c'est peut-être ce qui lui a permis, sur ces 2, 3 dernières années aussi, de progresser par rapport à la somme des forces qu'il faisait euh, en compétition. Souvent, d'ailleurs, comme je dis, un peu trop généreux. Sur une course un peu plus à l'économie, il peut être très, très gênant pour Van Der Poel. Après, c'est un petit peu la bouteille à encre, hein. C'est pour ça qu'il faut se mouiller, hein, Bon, Cyril. enfin, on peut toujours mettre Ghana, mais à la limite, on va reprendre les, on va reprendre les mêmes et puis on met tout dans le petit sac, on secoue, on ressort, voilà. Et puis bon, il y a d'autres coureurs qui peuvent peut-être arriver, encore que c'est des parcours. On vient pas de nulle part hein, sur ces parcours Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Même si sur Paris-Roubaix, on a eu des vainqueurs qui avaient quand même des super cotes quoi, pour les Bon, paris. on a compris, tu te mouilles pas trop et tu penses que les favoris vont jouer la victoire avec un Mathieu Van Der Poel, a priori, un tout petit peu au-dessus du lot. Bon, on verra si ça se produit comme tel. Est-ce que pour finir, tu as un petit truc que tu as envie de mettre en lumière sur ce mois de mars qui s'est passé, où il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de courses qui ont eu lieu. On a vu un Roglic dominant en Catalogne avec un beau duel en perspective avec Ayuso pour le prochain Giro. Voilà, on a eu de belles batailles sur les courses par étapes, sur les classiques. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de mettre en avant? Ce que l'on peut mettre en avant depuis le début de l'année, parce qu'on est directement concerné, c'est un peu le recul des Français. Lorsqu'on regarde tous les classements par rapport ne serait-ce qu'à l'an dernier, on est moins présent. Et lorsqu'on va sur les classements mondiaux, on s'aperçoit aussi que l'on recule. Je crois que je sais même pas, je crois qu'on n'a même pas un Français dans les 30 premiers du classement Non. UCI, je crois. Ouais. Le premier, c'est Romain Euh, Bardet. c'est Romain Bardet. Donc, on est obligé de le signaler et sur l'ensemble des courses, on a du mal à exister et surtout à avoir du poids sur le déroulement de la course. On subit, on va chercher des petites gagnes à droite, à gauche, mais dans les grands rendez-vous, on n'est pas là. Le constat Et est merci beaucoup, clair. Cyril. Et puis, bah, oui, merci Cyril pour cette chronique Guimard. On verra si tes pronostics se vérifient sur les deux monuments à venir. Et puis, Si on va les se miens retrouver. ne se vérifient pas, il y en a beaucoup qui vont perdre de l'argent. C'est très possible, effectivement. Ouais, tout le monde mise un peu sur les mêmes chevaux hein, pour Ouais, ces deux oui, oui, grands mais rendez-vous. on n'a pas le choix non Mais plus. on n'a pas le choix non plus, effectivement. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne. On se retrouvera après, peut-être juste avant les Ardennaises pour reparler de tout ça. Et puis, en attendant, bah, bonne journée à toi et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.